Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Juillard, je suis professeur agrégé de philosophie, colleur en classe préparatoire et je prépare une thèse à la Sorbonne sur la notion de violence légitime en démocratie. Pour appréhender la violence, on peut partir de la notion de victime, dans la mesure où la violence est ce qui fait des victimes. Une victime est un être qui a subi une atteinte profonde à son intégrité physique ou morale, qui peut laisser des traces, des séquelles, sous forme de traumatisme aussi d'ordre psychologique. René Girard, philosophe et anthropologue, disait que notre époque se caractérise par ce qu'il appelait le souci des victimes, que selon lui s'enracine dans le christianisme, même si notre monde est aujourd'hui laïcisé. Notre époque est de plus en plus sensible à différentes formes d'oppression et de discrimination et cherche à lutter contre des violences extrêmement diverses. Il faut reconnaître que dans l'histoire, certaines violences ne sont d'abord pas apparues comme telles. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et c'est heureux, des violences dans le cadre familial, des violences éducatives, ou bien des violences sexistes et sexuelles. Il faut se rappeler que, dans le droit y compris en France, pendant un temps, le crime passionnel, lorsque le mari le commettait contre sa femme prise dans le lit conjugal avec son amant, donnait lieu à une forme d'irresponsabilité pénale, ce qui nous semblerait absolument invraisemblable aujourd'hui, puisque toute violence, quelle qu'elle soit, doit être condamnée pour ce qu'elle est, sans qu'il puisse y avoir des excuses selon le statut social qu'on occupe. La violence peut toucher tout le monde, mais on constate aussi qu'elle touche différemment les individus selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. On aura donc des violences différentes selon l'appartenance de sexe ou de genre, selon l'appartenance bien évidemment sociale, on sera plus ou moins exposé à des formes de violence ou de discrimination. Il est intéressant aussi de revenir sur la question du statut d'esclave et de la question coloniale, où là on a observé que cette violence qui a pu se perpétuer pendant des siècles était renforcée par des discours racistes qui la justifiaient. Dans son texte fameux intitulé « Discours sur le colonialisme », Aimé Césaire montre que finalement la civilisation européenne, dont il chérit les grandes œuvres par ailleurs, n'a pas été à la hauteur de ses principes, et qu'elle a plutôt servi à construire des statuts différenciés qui en fin de compte ont déshumanisé une partie de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il a forgé la notion de négritude pour réinvestir l'histoire, et ce n'est pas une notion qui est biologique, et montrer à quel point celle-ci s'est associée pour les peuples africains à celle d'une domination inique, qu'il s'agit maintenant de corriger. On trouve déjà cela sous la plume de Voltaire dans son célèbre texte Candide, lorsque Candide croise un esclave qui lui explique sa condition en la présentant comme naturelle, puisqu'on observe là aussi que parfois la domination est naturalisée, c'est-à-dire que les personnes opprimées vont considérer que les choses sont normales et qu'il est impossible de changer leur statut, et que finalement, soit elles subissent une violence qu'elles ont presque méritée, soit elles subissent quelque chose qui n'est même plus de la violence, puisque si elles subissaient de la violence, il faudrait alors que quelqu'un s'emploie à les corriger. C'est fort heureusement ce qui est tout de même arrivé avec les luttes auxquelles ont pris part de nombreux intellectuels, y compris lorsqu'ils faisaient partie des classes plus favorisées, en faveur donc de l'abolition de l'esclavage. On peut aussi s'intéresser aux différentes formes de violence qui ne sont pas immédiatement perceptibles. L'une des notions les plus célèbres sur la violence est celle de violence symbolique, qu'on doit au sociologue Pierre Bourdieu. Pourquoi est-ce que Bourdieu a voulu parler de violence symbolique ? Parce qu'il a constaté que la violence n'était pas uniquement un rapport physique, n'était pas forcément le coup porté, n'était pas forcément non plus un rapport moral, mais que c'était un rapport qui passait par des symboles, notamment culturels. Dans un texte intitulé « Méditation pascalienne », Bourdieu présente ainsi la violence symbolique, en disant qu'elle est cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant, lorsqu'il ne dispose, pour le penser et pour se penser, ou mieux pour penser sa relation avec lui, que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui, et qui, n'étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle. La langue de Bourdieu n'est pas toujours simple à comprendre. Le plus important ici, c'est lorsque Bourdieu parle de la forme incorporée de la structure sociale. Alors que veut-il dire par là ? Bourdieu a aussi théorisé la notion d'habitus, qui est une conduite sociale, héritée, acquise et pas innée, qui va bien sûr être différente selon le milieu dans lequel on a grandi. Et ce que montre Bourdieu, c'est que notre corps, de manière presque inconsciente, finit par adopter ou ne pas adopter certains gestes, ou notre langage certains mots, lorsque nous sommes dans certains lieux, et c'est à ce moment-là que surgit ce que Bourdieu appelle une violence symbolique. Par exemple, être la risée d'une table bourgeoise où on ne sait pas par quel couvert commencer selon le plat qu'on a,
pourrait être une forme de violence symbolique qui ne serait même pas de l'ordre de la conscience, mais simplement d'une émotion de honte en l'occurrence, ressentie avec l'idée d'une domination intériorisée, parce qu'on comprendrait alors que nous serions le seul à ne pas comprendre ou à ne pas connaître les règles de bon usage en société. On peut discuter ici le sens du terme de violence. Bourdieu, par ailleurs, en reprenant Weber, a soutenu que l'État détenait non seulement le monopole de la violence physique, mais aussi le monopole de la violence symbolique, pour s'inscrire aussi dans cette longue tradition weberienne. Donc, on peut discuter ici le terme de violence dans la mesure où on a vu que la violence allait plutôt vers la destruction. Ici, ce que Bourdieu suggère, c'est qu'il y a une forme de rabaissement, d'humiliation, de restriction des possibles, mais certains auteurs, notamment Raymond Aron, ont critiqué l'usage du terme de violence, en disant qu'il était nécessaire dans toute société qu'il y ait des contraintes sociales différenciées, et qu'on pouvait lutter, évidemment, pour que les individus nés dans des milieux sociaux défavorisés puissent s'élever et ne plus être soumis aux contraintes qui étaient les leurs à leur naissance. Cependant, Bourdieu, lui aussi, avait un projet d'émancipation, et dans sa critique de l'institution scolaire, où il voyait de la reproduction sociale, qui était là aussi une forme de violence symbolique, avec des objets culturels qui étaient plutôt ceux d'une certaine classe sociale, qui permettaient à ces enfants d'accéder aux meilleures formations et ensuite de reproduire sans cesse la domination sociale qu'ils exerçaient, Bourdieu lui aussi a pensé qu'en apprenant à mieux connaître les choses et les modes de fonctionnement parfois diffus, on pourrait à terme diminuer, voire supprimer justement ces formes de violence qu'il appelait symboliques. Traditionnellement, on pense que les victimes de la violence ont pour première caractéristique d'être des êtres humains, des personnes. Pourtant, aujourd'hui, on prend de plus en plus en considération, et c'est heureux, les animaux. Dans le Code civil français, l'animal est désormais considéré comme un être doué de sensibilité, même s'il n'a pas des droits en tant que tel. Il y a tout un courant qu'on appelle animaliste, ou parfois plus précisément antispéciste, c'est-à-dire qui conteste la hiérarchie morale entre les espèces, qui cherche à montrer à quel point les animaux font aussi partie des catégories opprimées de notre histoire. Le philosophe australien Peter Singer a écrit un livre majeur qui s'intitule La libération animale, paru dans les années 70, dans lequel il commence par montrer, contrairement à ce qu'a pu croire une certaine tradition philosophique qui le résume parfois un peu rapidement, que les animaux souffrent. Et, comme il le dit à la suite d'autres auteurs précédents qu'il avait dit quelques siècles auparavant mais qui n'avaient pas été entendus, si les animaux souffrent, cela veut dire qu'il faut considérer la violence que nous exerçons à leur égard, et qu'il n'est pas normal que des êtres sensibles éprouvent une souffrance lorsqu'ils sont innocents. Peter Singer, lui, appelle à un changement des modes de vie, par exemple à passer au végétarisme. Toutefois, il veut le faire en essayant de convaincre, sans utiliser des moyens justement violents, et en voulant montrer que, puisque les animaux sont des êtres sensibles, ils ont aussi droit à une forme de considération. Et le livre La libération animale est à la fois un livre de philosophie et un livre de militant, qui veut par exemple montrer à quel point il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire des tests sur les animaux dans l'industrie cosmétique, où l'exemple qu'il prend à l'époque est aussi les tests dans le cadre de l'industrie aérospatiale. Aujourd'hui, on peut considérer que la focale est portée sur un ensemble de catégories qui ont été auparavant peu visibles ou invisibilisées, et donc il importe aujourd'hui de voir à quel point certaines pratiques ou certaines normes peuvent entraîner des formes de violence ou des restrictions d'existence que l'État doit prendre en considération. Alors on arrive à la conclusion suivante. Finalement, si l'État détient le monopole de la violence physique légitime, c'est dans la mesure où précisément il a pour rôle de lutter contre toutes les formes de violence, autant qu'il est possible, qui existent dans la société.